Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé un peu d'airdrop, je vous ai même montré comment farmer celui de Layer 0. Cette semaine, on va essayer de creuser un peu plus loin dans le domaine des airdrops. Il y a pas mal de choses qui commencent à émerger dans ce domaine et je vous laisserai juger de si c'est des bonnes choses ou pas. En tout cas, on commence comme d'habitude par les news et la semaine a été plutôt chargée. Bon, la première, vous en avez forcément entendu parler, je pense. Si vous avez ouvert Twitter, YouTube ou Twitch même probablement, Ripple a gagné son procès contre la SEC. D'après ce que j'ai compris, il y a des chances que ce soit pas le tout dernier épisode de ce procès, mais en tout cas, enfin voilà, c'est tombé. Le juge a dit non, Ripple, c'est pas une sécurité. Une security, donc en français un titre financier. Très bonne nouvelle. Du coup, ça veut dire que ce qu'ils ont fait au niveau de leur ICO ou de leur prévente, je m'en souviens plus, c'est légal, c'est reconnu comme étant légal, donc pas de souci à se faire du côté de Ripple. Le token a explosé bien évidemment après cette news, il est passé de 45 centimes à 90 centimes, mais ensuite il a redescendu un petit peu. Alors au moment du tweet là, de CoinGecko, il était même pas encore aux 90 centimes. Hein. Évidemment, cette hausse de Ripple, ça a amené la hausse d'autres cryptos. Ouais, voilà, le Ripple, il a 76 centimes maintenant. Ouais, il a quand même fait une très bonne performance. Ce projet, quand même, est capitalisé à 40 milliards. C'est ouf. C'est beaucoup, je trouve, pour Ripple. Deuxième grosse news autour de la DeFi, cette fois-ci, c'est Multichain. Ah, ça y est, c'est finito, Multichain. Il n'y a plus aucun doute. Ils ont publié un communiqué qui est assez chaud. Alors... est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Est-ce qu'il y a du faux? On ne saura jamais vraiment, mais a priori, si on part du principe que c'est vrai, ça concorde avec pas mal de choses qu'il y a eu dans le passé. Notamment les rumeurs, au tout début, je crois j'en avais déjà parlé tout début mois de juin, quand il y avait les premiers DPEG autour de Multichain. Le CEO, il paraît qu'il avait été arrêté par la police chinoise, et là dans le communiqué, ils en parlent tout de suite. Dans le communiqué, c'est assez clair, le CEO, Zhao Jun, a été embarqué par la police, blablabla. Alors Twitter, c'est bien, parce que avec Google, on peut traduire en français et tout en un clic, mais ça met tout en un pavé, donc on va pas tout traduire. De toute façon, le communiqué, il est assez long, mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Donc, la police chinoise a arrêté Zhao Jun, le CEO de Multichain. Ils ont confisqué ses affaires, évidemment. Le souci, c'est que, en fait, toute la sécurité du protocole Multichain reposait a priori sur le PC de Zhao Jun. C'est chaud quand même. Il avait mis toutes les clés entre guillemets pour pouvoir apporter des modifications à Multichain étaient sur son ordinateur. C'est pas un ordinateur, c'est une sorte de cloud personnel. Je crois que c'est écrit comme ça dans le communiqué. Enfin bref, on peut dire son ordinateur, on s'en fout d'avoir les termes précis ou quoi. Heureusement, sur l'ordinateur de sa famille ou de sa sœur, j'ai pas bien compris, il y avait une sauvegarde temporaire qu'ils ont pu récupérer. C'est pour ça qu'au début, il y a eu un premier souci sur Multichain et qu'après t'as les ingénieurs de Multichain qui ont pu réparer les failles, mais du coup il y a combien de personnes qui travaillent chez Multichain? Pourquoi on fout tout chez une personne, chez le CEO, alors qu'il y en a plusieurs qui travaillent dessus? Je sais pas trop, c'est assez bizarre. Ensuite, il y a la sœur aussi de Zhao Jun qui a été arrêtée par la police. A priori, elle a transféré des fonds aussi. Enfin, c'est toute une histoire. En tout cas, à la fin, ils disent Multichain n'a plus accès au nom de domaine machin truc. Ils demandent à l'hébergeur de bring down, donc de descendre le site, tout simplement qu'on puisse plus y accéder. Ça veut tout dire. S'ils veulent plus qu'on accède au site, c'est que tout simplement c'est finito. Alors, on va les voir. Je vous ai sorti plein d'alts qui ont des pegs par rapport à ça. Pas que des alts, d'ailleurs, vous allez voir, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu plein de conséquences. Mais si vous avez des cryptos sur Phantom, vous avez probablement pris cher, très clairement. J'avais fait un petit tweet par rapport à ça. Moi, je voulais le garder pour un petit peu après, mais voilà, je vais vous montrer vite fait la TVL sur Phantom. C'est la blockchain qui a été le plus impactée en fait par Multichain parce que toutes les grosses cryptos sur Phantom étaient backées par Multichain. USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, BNB, enfin bref, toutes les grosses cryptos étaient backées par Multichain. Et vous voyez, en TVL, on est passé de 500 millions de dollars à 70. Et c'est peut-être encore moins au moment où je fais le live. C'était il y a 2 jours. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore sorti des liquidités. Et on pourrait se dire, oui, mais ça c'est en dollars. Si on regarde en fantôme, c'est peut-être mieux. Non, si on regarde en FTM, c'est pas mieux. C'est presque pire. C'est aussi divisé par 7. Multichain, ils ont arrêté d'un coup le protocole. Ils ont prévenu sur Twitter.
pour une fois qu'ils préviennent, c'était assez grave et forcément suite à ça, vu qu'on pouvait plus utiliser le bridge et que l'USDT, la seule manière entre guillemets de le sortir de la blockchain Phantom, c'était via multi-chain. Vous vous doutez bien que si on peut plus le bouger, sa valeur elle diminue. Et là elle a atteint, elle est autour de 18 centimes, ça a atteint 11-12 centimes le point bas, mais autant vous dire que là il n'y a pas de repeg à jouer ou quoi que ce soit. C'est comme acheter de l'UST classique ou du HUSD éventuellement pour ceux qui en avaient sur la UOB EcoChain. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ces cryptos, ces stablecoins qui finissent par dépeg, ils gardent toujours une valeur, ça va jamais à zéro. Il y a ce fameux même de ça va aller à zéro, machin truc et tout, mais en fait, jamais vraiment. L'UST par exemple, il y a un truc qui est très marrant avec l'UST, on va aller sur DeFi Lama un instant. À votre avis, l'UST, il est top combien dans les stablecoins ? C'est-à-dire en termes de market cap. Le premier, c'est USDT, il pèse 83 milliards. Ensuite, on a USDC, etc. En regardant juste la market cap, la capitalisation, la valeur totale d'un stable, UST se classe à quelle place? On n'a pas besoin de trop descendre, hein. Il est à la 14e place quand même, 152 millions de market cap. Il est au-dessus du stablecoin de Curve, celui aussi d'AAV, on en reparlera. Au-dessus de celui de Synthetix et plein d'autres, hein, le MAI, le Real USD. C'est chaud quand même, hein. Là, il y a des stablecoins, franchement, que j'ai en portefeuille, certains, ou que vous avez probablement eu aussi. Et le truc est pas peg, hein. Pareil pour le HUSD, hein. Le HUSD, il vaut autour de 5 centimes. Et c'est toujours pas un des derniers stablecoins, vous voyez. Bon, alors évidemment, plus on va descendre et plus on va avoir des trucs bizarres, hein, avec des stablecoins qui sont pas peg du tout ou pas trop. Alors, et du coup, ça a causé certaines cryptos d'augmenter énormément, notamment le AXL Bitcoin. Donc c'est un Bitcoin bridgé via Axelar sur la blockchain Kava. On va pas rentrer dans les détails de ce que c'est Axelar, etc. Mais sachez juste que ça, c'est du Bitcoin sur la blockchain Kava. Et il est monté à 350 000 $ quasiment. Alors, où elle est la douille? Évidemment, on regarde 350 000 $ en USDC sur Kava. Et on vient de le voir, l'USDC sur Kava, il vaut 10 centimes. Donc forcément, voilà, Bitcoin, Bitcoin ne vaut pas 250 000 $ ou 350 000, mais c'est quand même rigolo de voir des graphiques comme ça. Et on a aussi la même, mais avec l'Ethereum, qui est monté à plus de 20 000 $. Et en plus, il n'y a pas si peu de liquidité, vous voyez, il y a quand même 21 000 $, hein. C'est pas rien. Et Bitcoin, il y avait un peu plus, je crois. Ouais, 29 000 $. Il y a encore des gens qui sont sur la pool de liquidité, hein. Why not, hein. À l'inverse, là du coup, on a le Bitcoin sur Phantom. Du coup, c'est la différence. Là, on voit la différence. Là, c'est backé par multi-chain. On va pas dans le même sens. là, le cours, il descend. On a un Bitcoin qui a 3700 $. Mais ça, pareil, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. On termine vite fait ce qui se passe autour de multi-chain et de l'écosystème Phantom par ça. Du coup, vous en doutez bien, le fait qu'on ait des cryptos genre USDC, Bitcoin, etc. qui dépèguent, qui se pètent la gueule, ça entraîne des complications sur certains protocoles, notamment les protocoles de prêt d'emprunt. Si vous prêtez un protocole 100 $ d'USDC et que vous empruntez 50 $ de Bitcoin, tout se passe bien, mais si d'un coup vos USDC ils valent plus rien, vous êtes un peu entre guillemets en train de voler le protocole en empruntant du Bitcoin. C'est un bordel ce qui se passe, du coup il y a de la mauvaise dette sur Guys Finance et sur tous les autres protocoles de prêt et d'emprunt. Va probablement y avoir d'autres dominos qui vont tomber du côté de Phantom. Enfin, en tout cas, même si bon, la blockchain en soi fonctionne et tout, là, l'écosystème Phantom en prend un très gros coup, hein. Et c'est ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt. En termes de TVL, en termes d'argent qu'il y a sur la blockchain Phantom, c'est une catastrophe. Ça a été divisé par 7. Voilà, je vous avais montré. On était monté à 500 millions au plus haut cette année. Là, on est déjà à 70 millions. C'est très bas. C'est très très bas. Et quand on compare un petit peu sur la même période d'autres blockchains, Solana en USD, il a fait plus 50%, moins 50% en Solana. Polygon, ça n'a pas trop bougé. Avalanche, ça n'a pas trop bougé. La plupart des grosses blockchains, en fait, ça n'a pas tant bougé que ça. La BSC, ça baisse un peu, mais on n'est pas sur un divisé par 7, vous voyez. On n'est même pas sur un divisé par 2. Donc, ouais, c'est un peu chaud ce qui se passe du côté de Phantom. Si vous êtes exposé à cette blockchain, je vous dis pas de tout vendre ou au contraire d'en acheter parce que c'est le plus bas du bear market ou quoi que ce soit. Je vous dis juste d'essayer de vous remettre un petit peu en question sur vos thèses. Est-ce que vous êtes si sûr de ça, de votre investissement? Je pense que ça mérite quand même un petit peu ce qui se passe, d'y
repenser un petit peu plus. Et même si vous n'êtes pas forcément exposé à Phantom, est-ce que vous avez des actifs qui sont bridgés via un bridge? Arkham Intel, vous avez probablement suivi un petit peu le launchpad autour de Binance. Je crois qu'on en avait parlé, je suis pas sûr, ou alors j'en avais parlé sur ma chaîne. Ils ont fait un airdrop si jamais vous aviez créé un compte sur Arkham. Alors faites attention aussi en ce moment sur Twitter, hein. Évidemment dès qu'il y a un gros projet qui fait un airdrop comme ça, il y a plein de scams. Donc si d'un coup vous voyez que vous êtes éligible à un airdrop d'Arkham mais que vous ne connaissez pas ce projet, c'est forcément une arnaque. Donc il faut avoir créé un compte, etc. avec son adresse, c'est un peu chiant. Mais si jamais vous avez fait ça, vous avez un airdrop, je sais plus combien c'était, j'ai vu la valeur de l'airdrop passer tout à l'heure, mais je crois que c'est pas mal du tout, hein. Je crois qu'on est sur du peut-être 500 $ le portefeuille, je crois. Uniswap V3 qui se déploie sur Avalanche, incroyable. Enfin, je sais pas si Uniswap V3 ou toutes les versions d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, Uniswap maintenant c'est disponible sur la blockchain Avax. Incroyable. Bon, en vrai, il n'y a pas longtemps, ça a été déployé sur la Binance Smart Chain. Je trouve qu'on n'en a pas plus parlé que ça, hein. C'est pas non plus la news de folie, mais c'est cool de voir que ça continue de se déployer. Et c'est pas le seul protocole. On a aussi voilà, le AAV qui a lancé son stablecoin, le GHO. Pas grand chose à en dire pour l'instant, en plus ça se passe que du côté d'Ethereum, mais je pense qu'à terme, le stablecoin sera sûrement déployé sur Polygon, sur Arbitrum, enfin voilà, sur les layer 2 d'Ethereum. Et Polygon c'en est pas, hein. Enfin pas entièrement. On continue, il y a Base aussi, la blockchain de Coinbase, ça y est, c'est en mainnet. Alors pour l'instant c'est très early on va dire, entre guillemets, c'est comme ils disent, c'est ouvert pour les builders, pour ceux qui construisent dessus. En tout cas le bridge c'est vraiment pété, hein. J'ai essayé de bridger pour voir comment ça se passe sur Base. Il faut envoyer des fonds à une adresse sur la blockchain Ethereum évidemment, hein, parce que les bridges généralement c'est lié à Ethereum. Bref, il faut envoyer de l'Ether à une adresse Ethereum. Un petit peu après, vous recevez de l'Ether que vous avez bridgé sur la blockchain Base. Techniquement, quand on va sur le bridge d'Arbitrum, qu'on veut bridger, j'en sais rien moi, un Ether vers Arbitrum, c'est à peu près ce qu'on va faire. On va envoyer de l'Ether sur une adresse et ensuite ça va être reconnu et on va nous envoyer un Ether à notre adresse sur Arbitrum. Je synthétise, hein, mais en gros c'est ce qui va se passer. Là c'est pareil. Mais c'est bizarre de ne pas passer par une interface pour le faire, de devoir le faire soi-même sur son portefeuille. J'ai eu peur, j'ai envoyé une toute petite quantité d'Ether pour tester parce que j'avais eu peur de tomber sur une arnaque au début, mais non, c'est vrai, ça existe. BlackRock, donc Larry Fink, le CEO qui dit « Nous voulons démocratiser Bitcoin et offrir un ETF spot ». Donc voilà, ils veulent vraiment que les investisseurs institutionnels investissent sur le caillou orange, comme on dit, hein, achètent beaucoup de cailloux orange. On verra comment ça va se passer pour les prochaines années, mais moi je vois pas que ça d'un bon oeil, le fait qu'il y ait des géants comme BlackRock qui se positionnent là-dessus, mais on verra bien. Si jamais vous êtes intéressé par le Bitcoin, c'est bien d'en détenir sur une ledger, etc. Mais si vous aimez prendre un petit peu de risque, vous pouvez laisser 90% de vos Bitcoins sur une ledger et en mettre un petit peu sur la DeFi et genre emprunter par-dessus. Je vous avais fait un live entier où je vous avais montré plein de stratégies qu'on peut imaginer avec du Bitcoin et même d'autres cryptos sur la DeFi, voilà, pour faire travailler un petit peu ces BTC. Alors, je mets ça comme ça ici juste parce que j'ai sélectionné la news là autour de BlackRock, mais ça peut être intéressant je pense si vous vous intéressez un petit peu à la DeFi. Voilà. Après, faites attention, comme d'habitude. Quand on utilise la DeFi, il y a toujours des risques de hack, de smart contract, machin truc. CoinGecko qui nous met les cryptos les plus populaires dans plusieurs pays d'Europe. Franchement, il n'y a aucun pays qui se respecte quasiment à part le Royaume-Uni. Bon, ils ont quand même un shitcoin dans les trois, mais il y a Bitcoin, Ethereum, ça va. L'honneur est sauf. La Roumanie, c'est pas étonnant qu'il y ait Elrond, puisque si je dis pas de bêtises, c'est roumain de base le projet. Mais en France, on a quoi? On a Conflux, c'est une blockchain chinoise. On a Blur, on a Gala Games. Et sans déconner, vraiment, c'est ça les trois projets les plus populaires en France, j'ai pas l'impression, hein. Mais pourquoi pas, c'est assez rigolo de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Pareil, Fuse, ça m'étonne de pas le voir au Royaume-Uni parce que je crois que c'est un projet anglais de base. Celo qui décide de revenir en arrière. Alors de base, Celo, c'était un projet qui était développé sur Ethereum. Ensuite, ils ont plus ou moins pris leur indépendance. Mais maintenant qu'il y a toute cette hype des Layer 2 et tout, Celo, ils se disent « Ah merde, on va rater le coche. Plus personne n'entend parler de nous. On sert à rien. Allez, hop, on va essayer de redevenir un... Enfin, pas de redevenir, mais on va essayer de devenir un Layer 2 d'Ethereum, de se rapprocher de cette blockchain. Pourquoi pas? Bonne nouvelle pour Celo, mais franchement, je demande à voir pour l'instant. Il y a une bonne nouvelle du côté de la blockchain Elrond. Je sais qu'il y a des gens qui supportent à fond cet écosystème. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas,
bonne nouvelle, il y a un protocole de liquid staking qui vient de se déployer sur Elrond. Alors ça fait un moment que vous en avez entendu parler de toute façon si vous êtes fan d'Elrond parce qu'il y a eu l'ICO d'abord, etc. Maintenant le projet il est lancé, on peut aller staker des multivers X, on peut déposer des USDC et tout, ça fonctionne bien. Enfin, j'ai pas testé mais ça a l'air de bien fonctionner. Il y a des bons rendements, donc moi c'est tout ce que je demande sur la DeFi. Vous avez 10% d'intérêt en USDC plus... C'est combien quand on stake de l'Elrond? 7%. Donc vous avez à peu près 17% en allant staker de l'Elrond sur Atom. J'ai encore 3 petites news. Donc la première, c'est l'Ethereum en staking qui représente désormais plus de 20% de la supply totale. Voilà, pas une grosse partie non plus, mais une bonne partie déjà des Ethereum sont stakés. Et je pense qu'à terme, ça va continuer d'augmenter. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu sur le sujet du jour, c'est-à-dire les airdrops. Alors, la semaine dernière, enfin non, c'était il y a 2 semaines, je vous avais fait un live où on a été farmer un petit peu l'airdrop de Layer 0, je vous ai dit c'est magique et tout, peut-être que si le projet lance un token, on peut se faire une petite somme d'argent pas négligeable dans le portefeuille, hein, c'est un airdrop tout simplement. C'est évidemment pas garanti qu'un airdrop tombe, mais plus le temps passe et plus je commence à avoir des réticences par rapport à l'airdrop de Layer 0 en particulier et aussi un petit peu celui de ZK-Sync. Alors je continue d'utiliser ZK-Sync et Layer 0 parce que sur ZK-Sync il y a des choses sympas à faire et Layer 0 c'est très utile, notamment pour bridger des cryptos. Maintenant qu'on n'a plus multi-chain, Layer 0 c'est probablement, ça va être à mon avis le successeur de multi-chain entre guillemets en termes de place. Ça veut pas dire que j'arrête de farmer les airdrops ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que sur certains airdrops, Layer 0 et ZK-Sync, je vais freiner un petit peu. Je vais arrêter de faire certaines transactions histoire de faire une transaction sur le bridge. Là pour le coup, je vais vraiment utiliser Layer 0 quand j'en aurai besoin. Il y a des chances pour l'airdrop de Layer 0 que soit la snapshot ait déjà été prise, soit que l'airdrop soit assez restrictif. Parce qu'il y a plein de bots et tout. En fait, ça va être le sujet du live, ça va être les bots qui permettent de farmer des airdrops. Soit il n'y aura pas d'airdrop aussi sur Layer 0, c'est une possibilité. Ou alors, il y a tellement de gens qui essayent de farmer cet airdrop qui sera super faible. Et je vais vous montrer combien d'adresses farm l'airdrop de Layer 0. C'est pas un petit montant. Il y a 2,6 millions d'adresses. Ça augmente tous les jours. Et j'ai l'impression que c'est exponentiel. En ce moment, ça augmente super vite le nombre de nouvelles adresses qui ont utilisé Layer 0. C'est zinzin. Voilà, il y a ce tweet aussi par exemple de CC2 Ventures qui nous montre en fait le nombre de transactions, de messages qu'il y a eu sur Layer 0. On n'est pas loin des 50 millions. Est-ce que Layer 0, à 50 millions, ils vont faire une snapshot, à 100 millions, à 60 millions, ou à 69 millions, j'en sais rien, je sais pas, ça se trouve ils ont déjà fait une snapshot, mais ça peut être un truc à surveiller aussi, de voir le nombre de messages qui ont été envoyés sur Layer 0, et si ça atteint certains paliers, vous vous dites ça avance beaucoup là au niveau de Layer 0, c'est pas mal utilisé, peut-être qu'il va falloir freiner, arrêter de farmer un petit peu cet airdrop. Je vais quand même vous montrer un projet qui est intéressant autour de Layer 0. C'est Merkly. Alors Merkly, ça permet de minter, de bridger des NFT, ça on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est l'option GetGas. Ça permet d'envoyer une crypto pour payer les frais de transaction vers une autre crypto pour payer les frais de transaction. Bon, dit comme ça, vous n'avez peut-être pas encore compris, mais regardez, c'est assez clair. J'ai du BNB sur la Binance Smart Chain et là, d'un coup, je me dis, oh, j'ai envie de tester une nouvelle blockchain. Alors, depuis la Binance Smart Chain, je peux envoyer sur Avalanche, par exemple. Ouais, j'ai envie d'un petit peu d'Avac, j'ai envie de découvrir Avalanche. Il y a une Uniswap qui vient de se lancer dessus, et ce que je peux faire, c'est envoyer une petite quantité de BNB pour recevoir du AVAX. Ce que je vais sélectionner, c'est pas la quantité de BNB que j'envoie, c'est la quantité de Avalanche que je reçois. Ouais, je vous ai dit, c'est pas très instinctif. Ça me coûte quand même 3 fois plus cher, ça me coûte 2,15$. Mais vous voyez, ça m'a pas coûté 10 fois plus cher. Donc, faites attention quand même par rapport à ce que vous envoyez. Il y a toujours une quantité de base plus un petit peu de frais par-dessus. Là, j'ai l'impression que pour aller vers Avalanche, il y a à peu près 50 centimes de frais, 65 centimes sur la Binance Smart Chain. Donc là, vous voyez, avec Avalanche, je pouvais en recevoir 13 centimes d'AVAX, ça me coûtait la même quantité de BNB. Là, je vais recevoir 50 centimes de DAI, ça va me coûter 65 centimes. Je pense que c'est pas une très bonne idée d'utiliser des bots pour farmer l'airdrop de Layer 0. Alors certes, sur le papier, on va se dire, mais attendez, si avec un airdrop, je peux avoir 500$ par exemple. Qu'est-ce qui m'empêche de créer 10 wallets, de dépenser, je sais pas moi, 5 balles dans des frais, donc 50$, et d'être éligible 10 fois à l'airdrop du coup. Donc de toucher 5000$ dans mon exemple. C'est hyper rentable, je paye 50 et je gagne 5000. Encore mieux, je vais prendre 100 wallets.
ça va me faire quoi, dépenser 500, mais je pourrais gagner 50 000. Mais encore mieux, je vais prendre 1000 wallets. Enfin, vous avez compris l'idée. Et en fait, à l'échelle d'une personne, déjà, si on a tous 10 wallets, c'est débile. Et enfin, il n'y a pas qu'une personne qui va farmer des airdrops. Vous avez compris l'idée un petit peu. Donc, et puis, est-ce que toutes les transactions vont se ressembler, etc. Est-ce qu'il y aura manière pour les développeurs de Layer 0 d'identifier un petit peu les bots? À mon avis, ils vont mettre en place certaines sécurités, entre guillemets, par rapport à l'airdrop. Hein. Et ça, c'est dans le cas où la snapshot n'a pas encore été prise. D'ailleurs, le souci, en fait, avec ces bots, c'est qu'ils vont pas farmer des petits airdrops non plus. Hein. On va parler de Layer 0, de ZK-Sync. Mine de rien, ZK-Sync, en moyenne, quand les frais sont pas trop élevés, c'est 1 $ par transaction. Donc, il va falloir avoir un petit budget. Hein. Je dirais facile 50 $ par wallet. Peut-être même une centaine de dollars. Donc, il faut être sûr de récupérer plus. Imaginez juste que le bot farme vraiment l'airdrop, mais qu'il se fasse griller, qui est vraiment un airdrop, qui se fasse griller. Ah non, c'est un bot, du coup, vous ne soyez pas éligible. Vous allez perdre 100 balles en fait. Donc on va commencer par Lootbot. Lootbot, comment ça marche? Du coup, Lootbot, comment ça se passe? Vous allez dessus, vous choisissez combien de wallets vous voulez créer. Ça vous crée des wallets. Et ensuite, il vous demande quel airdrop vous voulez farmer, tout simplement. Va falloir déposer des fonds sur ces wallets. Alors, il y a un truc qui me fait un peu flipper par rapport à ça. C'est que ça vous génère des wallets, du coup, avec les clés privées. Hein, encore heureux. Hein, donc ensuite, on peut aller utiliser le wallet ailleurs. Mais moi, ça me fait flipper de comment c'est généré, grâce à quel protocole, etc. Grâce à quelle manière de chiffrage. Faites vos recherches par rapport à ça. Mais voilà, concrètement, ça marche comme ça. Vous créez un wallet, vous mettez de l'Ether dessus et vous dites au bot, va farmer cet airdrop et il va le farmer. Alors, vous dites pas, va farmer tel airdrop. Hein. C'est lui qui vous propose des airdrops. Donc, on a ZK-Sync, Layer 0. Et en bas, on en a d'autres, mais ils sont pas encore... c'est Comic Zone, ils sont pas encore faisables. J'ai pas été plus loin, mais on peut cliquer sur Start Looting. Et là, selon la quantité d'Ethereum que j'ai sur mon wallet, il me dit combien je vais en bridger. Après, j'imagine qu'il va me demander est-ce que je fais des swaps ou je sais pas quoi. Bref. Ça marche comme ça, c'est le principe du bot. Il y en a un autre, si vous voulez tenter, hein, Farmer Friends, c'est exactement le même principe. Regardez, on va aller sur Telegram, je l'ai là. Le bot, je n'ai pas encore commencé à trop lui parler. Il me propose 4 airdrops. Tiens. On retrouve ZK-Sync, Layer 0, Scroll, Linea. Et en plus, si j'essaye de cliquer sur Scroll ou Linea, les deux, ils sont coming soon aussi, comme l'autre. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a copié sur l'autre? Je sais pas. Regardez, les premiers airdrops, au début, il n'y a pas tant de gens qui étaient éligibles. Uniswap, par exemple, il fallait juste avoir utilisé une fois le protocole, il n'y avait quasiment aucune restriction, et tu étais éligible à l'airdrop d'Uniswap. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont eu l'airdrop d'Arbitrum, par exemple, si je dis pas de bêtises, alors que l'airdrop d'Arbitrum était beaucoup plus restrictif. Tout simplement parce que avec le temps, ça a intéressé de plus en plus de gens. Ah ouais, ça existe. Ah ouais, il y a moyen d'utiliser un protocole et de gagner de l'argent comme ça. Hop, ça tombe du ciel, c'est magnifique. Là, j'ai l'impression qu'on est sur le niveau 2 en fait. Les bots commencent à apparaître. Ils apparaissent et tout, on peut utiliser des bots pour farmer des airdrops. Il y a moyen qu'au début ça marche un petit peu parce qu'il n'y a pas grand monde qui en utilise, mais ensuite les protocoles auront compris un petit peu les manières de fonctionner de ces bots et ils vont les reconnaître assez facilement et voilà, vous ne serez pas éligible à un airdrop si vous avez utilisé un bot parce que nous on veut pas airdropper, on veut pas donner de la gouvernance aux gens simplement qui utilisent des bots. On veut donner de la gouvernance aux vraies personnes en fait. C'est le principe justement de la plupart des airdrops. D'ailleurs, je vous ai pas montré Unibot. C'est le bot auquel j'ai le moins compris. Parce que je fais pas de trading en fait. Vous pouvez copier des traders par exemple. Alors pareil, hein, ça va vous générer plusieurs wallets, c'est super, on peut déposer des fonds dessus, etc. On peut récupérer les adresses de ces wallets. On peut acheter, vendre des tokens à certains prix, ou les acheter tout de suite d'ailleurs. Et on peut aussi, il y a Method Sniper, c'est ça que j'ai pas bien compris en fait. Je crois que c'est pour rentrer sur un token dès qu'il va être lancé, dès qu'il va être... dès qu'on va pouvoir l'acheter en fait. Typiquement, si vous étiez là à l'airdrop d'Arbitrum ou de Maverick ou je sais pas quoi, ou d'Arkham qu'il y a eu aujourd'hui, boum, vous pouvez en acheter directement dès le début, peut-être éventuellement en vendre aussi à l'avenir avec le sniper, je sais pas. Et je voulais terminer par ça, vous montrer des exemples de tendances qui ont duré un certain temps et qui sont dead depuis en fait, tout simplement. On va commencer par Wonderland. Donc Wonderland, je sais même plus ce que c'était le délire. Il y avait moyen en gros de minter le token grâce à d'autres cryptos et c'était moins cher comme ça, mais c'était bloqué pendant un moment et il y avait moyen d'avoir des rendements de zinzin avec sa crypto. Quand je dis des rendements de zinzin, c'est un truc à 3, 4, 5 chiffres, je sais plus. Voilà, c'est assez violent en fait, hein. Boum, il a juste fait boum.
tout simplement. Passer de 100 000 $ à 0 $. Mais il avait je crois qu'ils ont changé le token. Je crois qu'avant c'était autre chose avant de s'appeler Memo. Et on en a d'autres encore dans la même thématique. On a Jade aussi. Voilà, lui il a fait un point haut à 900 $. Maintenant il fait que baisser. Son point bas c'était étonnamment il n'y a pas longtemps. Et il a plus 1% depuis. Incroyable. Enfin bref, il y a eu cette hype, on a eu tous les forks de PancakeSwap. Alors j'en ai pris un gros, j'ai pris Biswap, il existe encore, etc. Mais on en a eu dans tous les sens. Il y a eu ApeSwap aussi par exemple, un assez gros swap. Mais voilà, on va aller voir le cours du banana, c'est le token de ApeSwap. Vous allez comprendre tout de suite. Le truc il vaut 2 centimes. Voilà, il est monté à 10 $ dans le passé. Hop, quasiment à moins 100%. Il y a tout le temps des hypes comme ça. J'ai vraiment l'impression que les bots ça va être la prochaine. On a Solidly aussi qui ont amené les VE33. Bon alors ça pour le coup ça marche encore bien, la gueule du token, moins 99,97. Le projet est dead. Bon après c'est un peu tiré sur l'ambulance parce qu'il vient de Fantôme. Mais je me souviens qu'au tout début il y avait eu une concurrence entre lui et 0xDAO. Et lui je crois que c'est encore pire. Hein. Ouais lui il a moins 99,84. Ah c'est un chouïa mieux. Meilleur perf. Il y a pas longtemps justement on a eu la hype avec tous les forks de GMX. Bon, pour le coup, GMX, ça marche, ça va continuer de marcher. Je m'en fais pas du tout pour GMX, mais si vous êtes sur des copies de ce protocole, moi, je parie pas dessus sur le long terme. Et on a encore une dernière hype, c'est Tomb Finance avec les fameux actifs synthétiques. Le Tomb, c'était censé valoir un fantôme. J'ai tout de suite dit, enfin, pas tout de suite non plus, mais j'ai longtemps dit pendant un moment que le Tomb, il allait jamais rester peg, que le système était Ponzi, que c'était pas nouveau. Ah, ça s'est pété la gueule. Suffit que l'actif soit un peu trop volatile et boum, ça se pète la gueule. Même pas parce que les premiers cas que j'avais vus d'actifs synthétiques, c'était sur des stablecoins et ça a pas tenu. On se retrouve peut-être mardi prochain, soit sur la chaîne de Crypto Future, soit sur ma chaîne Twitch aussi, je verrai. Peut-être que je ferai un live sur ma chaîne, ce sera plus chill, ce sera moins linéaire entre guillemets, ce sera moins scripté. Vous êtes au courant maintenant. Passez une bonne soirée, bonne nuit à tous et salut tout le monde.